révision, changement de la Constitution, élection en 2028, une probabilité, après la communication du chef de l'État lors de la conférence de presse, la toute dernière, et puis dialogue. Certains continuent à y croire, surtout dans la classe politique et une partie de la société dite civile. Sanctions contre l'armée rwandaise et contre le nommé Joseph Kabila. Et puis la guerre de l'usure. Kagame apparemment entraîne le monde dans cette usure jusqu'au moment où Trump quittera la Maison Blanche. En attendant peut-être que Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine quitte aussi les affaires. On en parle dans ce numéro, question brûlante de l'heure, dans une lecture apprivoisée de MDECO. Son secrétaire national en charge de la communication est avec nous sur ce plateau, Rollin Mena Sakameso. Bienvenue. Merci Fabien. Vous êtes, il faut le dire au début, le président national de l'Isanga pour la refondation du Congo, Oui. Votre formation politique, et puis vous êtes secrétaire exécutif national en charge de la communication au MDECO de Gabriel Mokia. Vous êtes de l'Union sacrée. Exactement. Alors, un mot sur l'Isanga. Je vous ai reçu il y a quelques années Oui. pour parler de l'Isanga, votre formation politique, sur un plateau quelque part. Vous continuez les combats ou c'est les requiem? Vous avez changé les fusils d'épaule? Non, notre combat, au début, dans l'Isanga, c'est un combat que nous menions contre quelqu'un que nous qualifions d'étranger. Mais ce combat, il n'a pas vraiment changé. Hein. Il n'a pas vraiment changé. Quelqu'un que vous qualifiez d'étranger. Voilà, on va le dire comme ça. Joseph Kabila, tout simplement, on luttait contre lui. C'était une erreur ou bien vous aviez raison de le qualifier d'étranger? Non, ce n'était pas du tout une erreur. Nous avions raison de le qualifier d'étranger, de lutter contre tout ce qu'il faisait au Congo et de nous opposer à cette politique qui consistait à envahir le Congo, à envahir nos institutions, ou plutôt à infiltrer nos institutions. Et nous avons dénoncé tout cela. Donc le combat n'a pas vraiment changé. Mais moi, ce que j'ai fait avec l'Isanga, c'est que l'Isanga est maintenant rentré dans une autre approche, dans une autre façon de faire les choses. Nous avons décidé de venir nous installer ici au Congo, de continuer à dénoncer tout ce qui doit être, et nous mobilisons, nous conscientisons le peuple congolais d'abord parce qu'il est le premier concerné, mais aussi la communauté internationale qui est impliquée dans cette guerre contre le Congo, justement. Et nous continuons à le faire ici au pays, ici à Kinshasa, et de manière beaucoup plus responsable. Cela étant dit, comment vous lisez toutes ces questions d'actualité, toutes ces questions brûlantes, questions politiques, et celles liées à d'autres domaines au Congo-Kinshasa, votre pays? Oui. Nous commençons par ce que certains appellent changement constitutionnel, d'autres parlent de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui même, nous sommes en train d'enregistrer ce magazine. Quelques personnalités politiques de l'opposition ont annoncé, ont donc sorti leur coalition, la coalition 64. Je vois ici l'article 64 de la Constitution. Quelle est votre réaction? La réaction de MDECO, de Gabriel Mokia. Bon, maintenant, sur le changement de la Constitution. La Constitution, c'est cet ensemble de règles qui aident justement le pouvoir en place à gérer la nation, à gérer le peuple et à faire de telle façon que les choses aillent beaucoup mieux.
changer la Constitution, ce n'est pas un problème pour nous. Pour le MDECO, ce n'est pas un problème. Mais si on touche à la Constitution, si on change la Constitution, il faut le faire dans l'intérêt de la nation. Il faut vraiment le faire dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du peuple. Si on met le peuple congolais au centre de toutes les préoccupations, alors on peut très bien changer la Constitution. Moi, je remarque une chose qui est vraiment grave, une chose que je considère comme étant grave, c'est que la Constitution, celle que nous adoptons actuellement, avait été mise en place, tout ça. Bon, je ne suis pas constitutionnaliste, pardon. Oui. Elle avait été faite tout simplement sur mesure, taillée sur mesure pour un seul homme, pour un seul individu à l'époque. Bon, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées là. Et justement, pour vous parler du combat que nous avions mené avec un homme, le président Félix Tshisekedi était parmi nous dans ce combat-là. Aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. Alors maintenant, s'il veut changer la Constitution, s'il remarque certaines choses qui se passent mal pour la nation, il est tout à... Je pense que le fait qu'il propose qu'on change justement cette Constitution fait partie du débat, mais le débat, il doit être intelligent, le débat doit se faire dans un cadre apaisé, et le débat ne doit pas servir, comment dirais-je, justement pour que les Congolais commencent à s'invectiver. Là, ça ne va pas. Donc nous sommes pour le changement de la Constitution, mais à condition qu'elle réponde aux attentes du peuple congolais, à condition qu'elle se fasse non plus pour un individu, mais pour toute la nation. Alors, certains disent changer, il ne faut pas le faire, il faut plutôt réviser. La révision est légale, elle est même autorisée par la loi fondamentale. Oui. Et au MDECO, est-ce que vous êtes d'accord pour, par exemple, la révision de quelques dispositions constitutionnelles, l'affaire ici de double nationalité, l'affaire de, par exemple, mettre fin à ce système de Premier ministre pour avoir que le président soit le chef de l'exécutif et qu'il soit lui-même aux commandes avec un vice-président. Et puis, cette affaire de l'article 217 qui fait un peu la part belle aux voisins du Congo, comme si, pour certains, c'était une vente consacrée de la patrie, donc de la RDC. Que voulez-vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs sur ce sujet précis? Non pas changer, mais revoir certaines dispositions constitutionnelles. Bon, vous savez qu'il y ait changement ou alors que l'on revoie seulement certaines dispositions constitutionnelles, tout cela doit se faire dans le cadre de préserver les intérêts de la nation, les intérêts du peuple congolais. Moi, je suis d'accord pour qu'on change la Constitution ou bien pour qu'on la réforme, peu importe, changement ou réformer, reprendre certaines dispositions constitutionnelles, à condition que l'on mette le peuple, la nation au centre du débat. Si maintenant on se rend compte que le changement total, il est le bienvenu, alors allons vers le changement total. Si maintenant on se rend compte que changer quelques dispositions de cette loi, de la Constitution, c'est la meilleure approche, alors allons-y. Mais seulement les débats doivent se faire de manière sereine, de manière responsable, de manière mature. C'est tout ce qui compte. L'intérêt de la nation et l'intérêt du peuple congolais. C'est ce que le président Félix Tshisekedi disait d'ailleurs, que lui, il le fait dans l'intérêt de la nation. Bon, il veut que le débat s'engage dans l'intérêt de la nation. Et là, vraiment, il est tout à fait dans son droit. Certains soutiennent que cette guerre, c'est la vraie guerre des libérations à laquelle fait face le Congo. La vraie guerre des libérations, parce que le Congo était sous coupe, c'est la coupe rwandaise. Oui. Donc, d'autres pays encore. Voilà, surtout les puissances étrangères, voilà, mais qui ont
sous-traiter le Rwanda. Mais la guerre de l'usure, Kagame, malgré les sanctions contre son armée, malgré les sanctions contre Kabila, entre guillemets, qui est aussi un appui de taille ou un soutien de taille du M23 AFC, eh bien, Kagame est en train de prendre le monde pour imbéciles Oui. et Il est d'une arrogance. attendre que Trump quitte les affaires, que Tshisekedi Félix quitte les affaires. Alors, quelle est votre lecture personnelle, donc, au niveau de MDECO, face à cette guerre de l'usure? Est-ce que vous voyez Kagame, comme on dit, fini? Vous parlez de la victoire. Est-ce qu'on ne risque pas de voir Kagame continuer à faire appliquer cette guerre de l'usure? Et après, c'est Donald Trump qui quitte la Maison Blanche parce que c'est son dernier mandat. Et Tshisekedi s'est décidé de quitter aussi les affaires et laisser le Congo à la croisée de chemin. Vous savez, pendant un certain nombre d'années, nous avons mobilisé les Congolais un peu partout, surtout au niveau de la diaspora et ensuite au niveau du Congo et au niveau de la communauté internationale. Nous avons mobilisé, conscientisé, informé, sensibilisé sur ce qui se passe au Congo. L'action néfaste de Paul Kagame. Ça a payé, ça a commencé à payer. Voilà. Ça a commencé à payer. C'est ce que je voulais vous dire Et justement. Voilà. à travers la diplomatie de Félix Tshisekedi. À travers la diplomatie justement. de Félix Mais, Tshisekedi. ça ne suffit pas. Vous voyez que le stylo à lui seul ne constitue pas la solution. Voilà. Kagame n'écoute que La force, voilà, ou la voix de la force. Exactement. Oui. Alors, maintenant, si la communauté internationale commence à prendre des sanctions contre Paul Kagame et le Rwanda, Donc il n'y a que les États-Unis avec Trump. L'Union européenne est hypocrite. Tout à fait. Oui. Il n'y a que les États-Unis avec Trump, justement. S'ils commencent à prendre des sanctions contre Paul Kagame et Tutsi Kanti, c'est que justement, notre travail a porté ses fruits. C'est que la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi a porté des fruits. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Il faut continuer. Il faut marteler, toujours sur cette position-là, afin que Paul Kagame comprenne qu'il est arrivé au bout du rouleau, que ses mensonges ne tiennent pas, que son arrogance, elle est mal placée. Il faut continuer ce combat-là. C'est pour ça qu'en liminaire, je vous parlais plutôt de continuité dans le combat. Le combat, il a changé de forme. Oui. Mais maintenant, nous nous battons contre un individu, alors que tout le monde, maintenant, est conscient de ce qu'il a fait de néfaste au Congo. C'est là que nous devons continuer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous parlais de soutenir le chef de l'État dans ce combat. Parce que le combat, il a changé. Nous ne nous battons plus contre un individu, mais maintenant, nous nous battons contre une coalition d'individus qui agissent mal contre le Congo. Et oui, Kagame a ses soutiens à l'interne, parmi les acteurs politiques, parmi les hommes d'affaires, et pratiquement dans tous les domaines, même certains officiers de l'armée. Vous savez, un nombre important est en dolo et d'autres devant, ils sont à la barre. Vous avez vu justement que le président est en train de nettoyer. Voilà. Mais il y a un problème. En son temps, Mobutu, affaibli par les sanctions de la Belgique, de la France, donc de l'Union européenne et des États-Unis, Mobutu n'avait pas désarmé. Même privé des visas pour aller aux États-Unis, aller à Bruxelles ou aller à Paris, ou à Genève, Mobutu n'avait pas désarmé. Oui. Ce qui a amené Mobutu à la fuite, c'était quoi? C'était la force. Donc, les armes. Mobutu a été chassé par les armes. Est-ce que
une option dans ce sens pour pouvoir chasser Kagame du pouvoir à Kigali? Est-ce que ça ne vous passe pas par la tête? Mais oui, bien sûr. Mais les époques ne sont pas les mêmes. Du temps de Mobutu, nous n'avions pas une armée étrangère qui était installée au Zaïre et qui faisait le mal qu'elle L'AFDL était déjà sur le... Voilà. L'AFDL, vous savez que c'était les armées des 3 pays sur notre sol. Oui, mais vers la fin. Ça, c'était vers la fin. Alors, l'AFDL est venu et Mobutu a été effectivement chassé par cette AFDL-là. Mais l'AFDL, c'était qui? C'était encore les Occidentaux. C'était toujours le même combat. Toujours l'agression du Congo pour chercher à occuper notre pays afin de l'exploiter. C'était ça l'AFDL. Maintenant, avec Paul Kagame, c'est toujours la suite de l'AFDL, hein? Ne l'oublions pas, c'est la suite de l'AFDL. Alors maintenant, pour chasser de force cet individu, pour le chasser hors de nos frontières, il nous faut une armée organisée, une armée forte, une armée disciplinée, et c'est ce à quoi le président Félix Tshisekedi est en train de s'atteler. C'est lorsque nous aurons vraiment une armée républicaine bien à nous que nous arriverons, bien sûr, à chasser Paul Kagame en dehors de nos frontières. Mais pour le moment, nous avons le soutien des États-Unis. Nous continuons à dénoncer tout ce qui doit l'être, et en continuant à le dénoncer comme nous le faisons maintenant, nous l'affaiblissons et nous espérons qu'il va quitter le pouvoir, quitter le Rwanda, et après, bien sûr, viendra un autre leader avec lequel nous reprendrons une attitude tout à fait normale. Oui, l'OTAN n'est pas toujours oui. Un allié sur lequel il faut compter. Voilà. Pas toujours. Et Trump n'est pas éternel à la Maison-Blanche. Il a son temps, et dès que ce temps sera consommé, il partira. Mais, oui, mais c'est pas on n'a pas de garantie. On n'a pas de garantie qu'après Trump, celui qui reviendra ou celui qui sera à la Maison-Blanche sera notre allié, oui, ou prendra position en faveur de la RDC, même s'il y a un deal minier. Alors, est-ce que au Kinshasa, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de jouer avec le temps? Non, vous savez... La classe politique, vous savez, les institutions. Voilà. Vous savez... Dans l'attentisme, oui, ils croient que Washington va tout faire. Voilà. Vous savez qu'aux États-Unis, là, on parle de politique étrangère. Aux États-Unis, la politique étrangère n'est pas seulement aux mains du président de la République. Il y a les services secrets derrière. Il y a toute une organisation derrière. Le président ne prend pas seul des décisions. Il y a la continuité de l'État. Moi, franchement, j'espère qu'après Trump, la personne qui viendra après lui continuera justement. Mais si ce sont les bandits démocrates, ce club des Kansas, vous connaissez Bill Clinton, oui, Bill Clinton avec les Biden, les Obama et ainsi de suite. Voilà. Vous connaissez que les démocrates n'ont pas de cœur. Ce sont des affairistes. Et là, le sang des Congolais, pour eux, ça ne compte pas. On a eu quand même un Trump qui parle des 20 millions de morts au Congo. Il connaît la situation. Mais voilà. Et qui, par moment, plaide la cause du Congo. Alors, vous pensez qu'avec les démocrates, il n'y a pas à redouter? Alors, moi, je vais vous poser la question. Je me pose justement cette question et je vais vous la poser autrement. Vous pensez que les démocrates vont revenir en arrière et remettre leur plan en place, tout ce qui se passe? Ce sont les démocrates. Ce sont les démocrates. Ce sont les démocrates, justement, sous Bill Clinton, qui ont mis tout ça en place. Mais maintenant, je ne pense pas. N'oublions pas, qu'est-ce que nous avons fait, nous? Nous avons mobilisé, conscientisé, sensibilisé d'abord les Congolais et ensuite le reste du monde sur la situation du Congo. La situation du Congo, elle est connue. La vérité, elle est connue. Maintenant, je ne pense pas que les démocrates, justement, en continuant de mettre la pression sur Paul Kagame, que les démocrates vont venir et puis aller remettre Paul Kagame aux affaires pour qu'on continue de nouveau à exploiter le Congo comme on le faisait auparavant. Non, il y a eu un travail qui a été fait. Ce travail a porté ses fruits. Maintenant, il y a une réalité qui est là. Paul Kagame
il a été à découvert, il a été pris à son propre piège. Maintenant, il n'est plus crédible du tout, mais il faut continuer justement ce travail en soutenant le chef de l'État, en ne parlant pas de dialogue pour le moment, je dis bien pour le moment, et en continuant à mener le combat que nous menons pour bouter Paul Kagame et s'énerver en dehors du pays. Nous parlons maintenant, avant de boucler, élections en 2028, ça devient une probabilité. Tant que l'ennemi est sur le sol congolais ou sur le territoire congolais, il sera difficile d'organiser les élections, entendre le chef de l'État. Et puis, comment vous allez organiser les élections qui bouffent des millions ou des milliards lorsque vous avez des défis sécuritaires qui demandent beaucoup de fonds au front. Alors, MDECO, vous serez dans le forcing pour dire, mais Tshisekedi Tshilombo, vous avez déjà fait 2 mandats, laissez aussi la place aux autres, choisissez un dauphin. Êtes-vous dans cette logique? Nous soutenons le chef de l'État dans sa position. Mais jusqu'à la fin de son mandat. Et voilà. Quand son mandat, ça termine. Nous soutenons le chef de l'État dans ses prérogatives, dans ses décisions, dans tout ce qu'il prend comme décision pour le Congo et pour le peuple congolais. Le chef de l'État, comment dirais-je, il est là au service du peuple, au service de la nation. Il a dit lui-même. Alors, tant que à l'Est, les conditions ne seront pas réunies pour qu'on aille aux élections, ben moi j'invite la classe politique, justement, vous voyez, je suis toujours dans ma logique. Mettons-nous derrière le chef de l'État. Vous voulez qu'il y ait des élections? Mettons-nous derrière le chef de l'État pour retrouver une normalité, pour retrouver une situation normale. Et pour arriver justement à organiser les élections. La situation normale, c'est quoi? C'est tout simplement que nous ayons notre souveraineté sur toute l'étendue du territoire. Alors Kagame est en train de dire à ses poulains de se retirer de certaines localités, certaines cités, et agglomérations, et puis ça c'est dans le sud Kivu. Hier c'était dans le nord Kivu, du côté en territoire des Lubero. Mais alors, si avant 2028, sous la pression américaine, le criminel en poste à Kigali parvient à retirer tous ses poulains, tous ses militaires, est-ce que n'y aura-t-il pas moyen d'organiser les élections? Bien sûr. Vous n'êtes pas le porte-parole de Kadima, voilà. Mais est-ce que n'y aura-t-il pas moyen d'organiser les élections? Si oui, ça sera le dauphin de Tshisekedi Tshilombo, quelqu'un sorti des MDECO, par exemple, parce que vous êtes l'union sacrée, ou quelqu'un sorti de l'UDPS ou d'une autre force politique. Voilà. Nous réfléchissons à haute voix. Voilà, tout à fait. Si les conditions sont réunies pour aller aux élections, nous irons aux élections. Si les conditions sont réunies. Maintenant, lorsque on se met derrière le chef de l'État, on représente une force. Vous voyez? Oui. Tout est réuni à ce moment-là. Ça sera avec le dauphin de Félix Tshisekedi. Ben, on verra au moment où les élections auront lieu. De toute façon, moi personnellement, je pense que, ça c'est mon avis, quelle que soit la personne choisie par le chef de l'État, quel que soit l'homme, avec un grand H, l'homme ou la femme, bien entendu, qui aura le soutien du chef de l'État, vu la situation actuelle, je pense que cet homme ou cette femme aura vraiment le soutien du peuple. Le gouvernement souminois 2, je ne sais pas s'il y aura souminois 3 ou avec un autre Premier ministre dans ce contexte. Bon, voilà. La masculinité positive, elle est à l'œuvre. On n'a pas beaucoup de choses à redire, mais nous réfléchissons à haute voix. Nous, dans la presse, si il y a remaniement, quels sont les ministres
vous n'allez pas citer tous, 2 ou 3, ou ça dépend, qui ont accroché Rollin, Mena, Sakameso. Je ne dis pas MDECO, qui ont accroché MDECO. Voilà. Mais je dis vous personnellement. Moi, personnellement, oui, j'ai quelques noms. Est-ce qu'il y a des ministres qui sont démarqués? Oui, exactement. Sans hésiter, je pense à la ministre des hydrocarbures, la ministre d'État en charge des hydrocarbures. Thérèse Kayukwamba, elle nous a pas accroché. Akasia Bandumbola, dans un premier temps, elle m'a beaucoup accroché parce qu'elle a un parcours quand même qui me laisse admiratif. Vous l'avez vu, elle a été ministre de l'économie. Ensuite, elle est passée ministre des Affaires foncières. Aujourd'hui, elle est ministre des hydrocarbures. Toujours des ministères portefeuilles, sensibles. Portefeuilles clés. Des portefeuilles juteux. Clés. Des ministères sensibles. Parce que dans ces ministères-là, il a fallu remettre de l'ordre un peu partout. Donc moi, j'ai été très admiratif depuis le début. Je l'ai suivi, je l'ai encouragé, je l'ai soutenu et je continue à le faire jusqu'à présent. Donc c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qui vous a marqué parce que nous parlons du ministère actuel des hydrocarbures. Oui. Sa détermination. Et les ministres d'État. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Sa détermination, clairement. Sa pugnacité, sa manière de faire les choses avec honnêteté, sa probité. Voilà. Ce sont des éléments qui m'ont marqué parce que pour une femme d'État, ce sont vraiment des éléments à tenir en compte, des éléments à prendre en compte. Et surtout, lorsqu'elle se fait attaquer, elle ne répond pas aux attaques, elle ne s'en occupe pas. Ou plutôt si, elle y répond, mais par le travail qu'elle a bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Une façon de faire. Moi, j'aimerais bien que demain, nous ayons au Congo des hommes politiques de cette trempe-là. Voilà. Franchement, c'est ce qui nous manque au Congo. Mais il y a aussi d'autres ministres. Hein. Il y a aussi d'autres ministres. On avait lancé ici la vente des certains espaces pour l'exploitation pétrolière. Oui. Et, bon, la question n'est pas à vous parce que vous n'êtes pas ministre. Elle lui demander où en sommes-nous. Par un coup, c'est toujours 50 000 barils par jour à Mwanda. Et puis le lac Albert, où en sommes-nous? Parce que de l'autre côté, on exploite déjà. Et nous, on attend que le pétrole vieillisse ou quoi? Alors, mais malheureusement, ces questions ne vous sont pas destinées. C'est à elle. Vous parliez de notre ministre qui vous a marqué. Oui, il y a le ministre John Banza, que je connais bien. Il y a aussi le ministre Molendo Sakombi. Et il y a la ministre Yolande Elebe. Vous savez, elle avait fait le Bactari. Et nous étions en France à ce moment-là, lorsqu'elle a créé le Bactari. Lorsqu'elle a écrit cette revue, nous l'avions soutenue. Mais pour reparler de la ministre des hydrocarbures, vous parliez du lac Albert, etc. Bon, bien sûr. Mais elle est actuellement, elle vient de Tanzanie, vous l'avez remarqué. Elle est actuellement en train de faire les choses pour que nos installations retrouvent, ou bien pour que nous ayons des installations modernes, notamment dans la construction des pipelines. Voilà. Nos pipelines sont vétustes et elle est en train de procéder de telle façon que demain, nous puissions avoir des pipelines aux normes actuelles, aux normes modernes. Des pipelines qui répondront justement aux activités du secteur. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important parce que quand vous avez des installations vétustes, bon, qui ont plus de 100 ans, hein, je pense, pour certaines, ce n'est pas si évident que cela. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. MDECO, vous avez des têtes d'affiche, Gabriel Mokia, il y a vous, il y a qui encore les autres personnalités MDECO alliées. Et on sent que de plus en plus, l'équipe est dynamique. Est-ce que Félix Tshisekedi peut vous faire un clin d'œil
dans le remaniement parce que le vieux Mokia, c'est Mokia s'est beaucoup battu. Oui. Il a toujours dit, c'est le fils, je ne peux pas combattre le fils de mon vieux. Voilà, exactement. Étienne Tshisekedi. Alors, cette fois-ci, il y aura un clin d'œil. Est-ce que les contacts au plus haut niveau sont prometteurs? Bah, ce sera au chef de l'État de décider. Nous faisons un travail actuellement pour que notre vision soit comprise, pour que nos idéaux soient entendus et pour que nous avancions avec toute l'équipe, avec le président Gabriel Mokia, dans une direction donnée. Et si cette direction satisfait le chef de l'État, pourquoi pas? Roland Mena Sakameso, je n'ai pas massacré cette fois-ci les noms. Non, pas du tout. Oui, merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce plateau avec nous en répondant aux questions sur des sujets qui tiennent la route. Je rappelle que vous êtes le président national de l'Isanga pour la refondation du Congo. Oui. Et vous êtes le secrétaire exécutif national en charge de la communication de MDECO. MDECO qui est le mouvement, c'est encore quoi? Mouvement des démocrates? Mouvement des démocrates congolais. Voilà, de Gabriel Mokia, l'homme des Bumba. À très bientôt avec un autre invité et sur éventuellement d'autres sujets.